Allez, on remonte la pendule à remonter le temps. Avec les Japonais, qu'il y a des risques on parle de risques éventuels d'escarmouches et d'accrochage, mais personne ne s'attend à ce qui va maintenant se passer. Voilà ce qui se passe d'un seul coup au-dessus d'Honolulu. Escortés et protégés par des chasseurs, dégringolent du ciel où il s'est changé. Les navires qui ne sont pas dans la rade sont des porte-avions. Et sur l'un des petits aérodromes régulièrement qui s'appelle quelques combats aériens commencent à s'engager entre les chasseurs américains frappés des toiles blanches et les chasseurs japonais frappés des disques rouges qu'on appelle les Hinomaru, frappés des disques rouges de la marine impériale japonaise. Une poignée de pilotes américains réussiront à décoller, pratiquement tous se feront abattre par des Japonais. Mais quelques pilotes américains vont réussir à côté quelques avions japonais. Le président des États-Unis convoque une session exceptionnelle, toutes chambres confondues. Dans Pearl Harbor, il y a un certain nombre de plans extraordinaires qui ont été vraiment tournés en P-40, qui ont vraiment été tournés en B-25 et c'est un bon moment de cinéma, de divertissement. La manette qui est à gauche, qui amène à fond en arrière. Quand la roulette se pose par terre, il faut freiner, pas trop loin parce que toute la poussée avant. Voilà donc un avion qui est un condensé de et un radio parce qu'il fallait pouvoir communiquer et à l'époque on faisait beaucoup en Morse. Et puis des observateurs qui étaient pour la plupart stockés dans le paysage à l'arrière et qui observaient tout ce tas de l'océan avec leurs jumelles depuis ces énormes tunnels. C'est le Bestman, le Vickers Bestman, et derrière, tout derrière, un des avions les plus étranges de les moteurs de l'Elan Gypsy 4 cylindres. Et derrière le Chipmunk, superbe avion que personnellement j'adore parce que j'ai appris à voler là-dessus. La Tananari. Le Chipmunk. Allez, sous moteur. De
l'Allemagne, puisque à la suite, le processus est totalement démocratique. D'ailleurs, un certain Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich. L'avion, toute l'industrie allemande s'est retrouvée avec un objectif, construire pour la suprématie allemande, et en particulier militaire. Mais donc, dans les grands raisonnements tenus par les stratèges allemands, la domination germanique devait passer par d'abord de la technologie, ce qu'on appelle aujourd'hui technologie, qu'à l'époque on appelait sciences et techniques. Hugo Jungers, qui n'avait strictement rien de national-socialiste dans son comportement et ses ambitions, s'était mis en tête de construire un avion de transport qui allait être véritablement un critère. Hermann Göring avait décidé de donner au Troisième Reich une armée aérienne sans pareil, et ça couvrait tout l'éventail des avions, à commencer par les petits avions d'observation. Il y avait eu un concours qui avait été gagné dans le milieu des années 30 par une firme de construction d'avions animée par l'as de l'acrobatie aérienne Gerhard Fieseler, regardé vers le bas par les lames de vitrage. Le Storch pouvait voler à des vitesses incroyablement faibles, de l'ordre de 45 km/h, et en gros il faisait à peu près ce que les hélicoptères font aujourd'hui. Dans le ciel donc, les deux Junkers 52, l'un aux couleurs militaires, celui qui est basé ici à La Ferté-Alais, qui doit sa survie au génie d'une équipe animée par Roger Robert. C'est un avion plein de génie malgré son apparente rusticité. C'est un avion qui ne va pas vite, mais après tout, à l'époque, c'était déjà bien de pouvoir voler à plus de 150 km/h de croisière. Et surtout, c'est un avion rustique, solide, avec des moteurs extraordinaires. Écoutez le son des moteurs. Descendant direct des biplans Vickers comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il s'appelait le Pestman, mais c'était un avion école qui était destiné à la formation, évidemment, des pilotes militaires. À l'atterrissage, les Ju-52, ça se contente. On réduit les freins moteurs, les volets sont baissés, et on laisse les roues qui sont énormes, n'est-ce pas, venir au contact. Et on laisse rouler l'avion, il se freine de lui-même. On va faire décoller maintenant deux des plus grandes légendes de l'aviation. Mettez-vous-en plein les yeux, plein les oreilles, admirez, c'est magique. Dans le ciel, les grandes légendes, Spitfire. Alors je vais vous donner quelques tours rapidement, et puis après je vais vous laisser tranquille, vous n'avez qu'à aller regarder voler. Le Mustang reste un avion américain. No Nonsense. Celui-ci appartient à la collection de Christian Amara. Il siffle à merveille. Il a le son du moteur Rolls-Royce en version courte. Qu'est-ce qu'il disait le gamin?
Et derrière, voilà. Allez, maintenant on va laisser notre bout de ciel. Leur Majesté. Les Français, je ne sais pas pourquoi, sont quand même de grands aviateurs. C'est ainsi, et dans la hiérarchie de l'aviation, il y a des épreuves de compétition qui déterminent qui est le meilleur. Superbe en face de Los ça connaît son nom. Il a survécu à un certain nombre de mésaventures. Ah, voilà un beau passage où on accélère en remontant les ballonnets de Boudel. Vous voyez qu'ils viennent se noyer avec le bout de la voilure. Et voilà à quelle vitesse et quelle altitude, pendant la guerre, les Catalina travaillaient la plupart. Imaginez l'enfer que pouvait être la carrière de ces pilotes de ligne qui étaient détachés là-bas, qui partaient tous avec leur canne à pêche parce qu'en escale à Bora Bora, et ben dans le lagon, ma foi, ils montaient sur l'aile supérieure et ils mouillaient les lignes et puis ils attendaient sous leur grand chapeau de paille que ça sèche avant de refaire le retour vers Haïti le soir. En tout cas, le Catalina était un avion. Si un avion romantique, c'est celui-là. Quelques-uns ont été conservés par des aventuriers de bon goût qui en ont fait de véritables yachts volants avec la possibilité de dormir à bord. Et s'alignant maintenant, eh ben, le Lockheed Electra et derrière lui le Beech 18. Deux avions qui se ressemblent, c'est tous les deux des petits bimoteurs bidérives. Mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est extraordinaire l'histoire de Boeing a donc commencé pendant la Première Guerre mondiale lorsqu'un jeune Américain, un peu fils de famille, ses parents avaient fait une fortune comme coupeur de bois, ses études en Suisse, s'il vous plaît. Et puis il était revenu à Seattle et puis il avait trouvé lorsqu'une famille Cet avion a donc combattu pendant la bataille de France. Il a à son palmarès 2 victoires contre des avions de la Luftwaffe. Il est britannique, il s'appelle Stephen Gray. Et Stephen est à la tête, il est parmi nous, et Stephen est à la tête d'une des plus belles collections au monde d'avions historiques. Stephen a investi tout ce qu'il fallait et il a fait renaître littéralement le Curtiss 75 numéro 82, cet avion qui avait été piloté par des pilotes français pendant la bataille de France et plus tard en Afrique du Nord. Les pilotes français pendant la bataille de France ont abattu environ 1 millier d'avions allemands et ils ont tellement porté de coups à la Luftwaffe allemande que lorsque la bataille d'Angleterre s'est déroulée pendant l'été 40, la Luftwaffe allemande était amputée d'à peu près 1/4 de sa puissance de frappe. Et si la Royal Air Force s'en est bien sortie en 1940, c'est aussi parce qu'avant que la Royal Air Force s'occupe de la Luftwaffe, l'armée de l'air s'en était occupée, et que cet avion-là, celui-là et pas un autre, y a participé. Qu'il soit en hommage aux pilotes français, et qu'il soit le fait de la volonté d'un Britannique, est quand même quelque chose qui permet de se poser quelques questions sur l'importance que ce pays attache à sa propre histoire. Personnellement, je suis scandalisé et en même temps admiratif. Et je suis plein d'admiration
pour ce monsieur Stephen Gray qui est parmi nous aujourd'hui et qui, parce qu'il respecte l'histoire, toute l'histoire, même en tant qu'anglais, et c'est quand même fair play de la part d'un anglais de tirer un coup de chapeau aux Français de cette façon-là, et bien grâce à cet anglais, notre histoire est préservée. Frappé des étoiles rouges de l'Union soviétique, et ces chasseurs sont tous les trois aux couleurs de l'unité de combat française dans toute l'histoire des armées françaises, l'unité peut-être la plus prestigieuse de toute l'histoire militaire française, est un groupe de chasse qui s'appelait le Normandie-Yémen était une escadrille, un chantier naval où on fabriquait des voiliers en bois superbes, des voiliers de course. Et puis il s'était fasciné pour l'aviation naissante et il avait décidé de construire également des machines volantes dans son chantier industriel colossal à commencer. Cette aventure, vous le savez, n'est pas pour l'instant prête de se terminer. En tout cas, c'était notre petit quart d'heure Boeing avec antiquité en 1747 et puis ces Spearman qui tournent dans le ciel et qui vont venir se poser dès que la piste aura été libérée par les fantasmes de l'Israël. Ils avaient donné à ce nom, à ce groupe de volontaires qu'ils avaient réussi à constituer à Londres, à ce groupe de volontaires destinés à les combattre dans des avions russes. Certains d'entre eux faisaient partie des métallos de Renault à Billancourt, et on y trouvait aussi, dans une proportion absolument anormalement élevée, un certain nombre de représentants de la fine fleur de la noblesse française. Il n'y a jamais eu une unité dans l'aviation française avec autant de quelque chose dans le casting de la maison, de la Poire, de Saint-Marceau, de Pange, de Saint-Phal. Voilà le nom d'un certain nombre de pilotes du Normandie. Ces jeunes gens qui ne parlaient pas russe, qui en plus la plupart d'entre eux avaient peur du froid, s'étaient retrouvés plongés dans la glace et la neige de Russie aux commandes d'avions russes, dans lesquels tout en plus était écrit en cyrillique, bien commandé, il est vrai, dans ces petits chasseurs d'origine soviétique, des Yakovlev, des Yak 3, Yak 7, Yak 9, des avions assez fulgurants et efficaces. Donc les avions du Normandie avaient cette décoration avec un éclair blanc sur le fuselage, évidemment l'étoile rouge soviétique, mais le nez bleu, blanc, rouge pour bien expliquer qu'ils étaient pilotés par des Français. Au total, l'histoire de Normandie-Yémen retiendra qu'il y a eu un peu plus d'une soixantaine de pilotes français qui ont servi en Russie, que plus de la moitié y sont restés, ils sont morts. Et que ce faisant, ils ont quand même abattu, ils ont établi un ratio de victoire qui n'a d'équivalent nulle part, puisque les pilotes du Normandie ont abattu pas loin de 270 appareils allemands. Et ainsi, il travaillait par diktat et promulguait un diktat dans lequel il avait dit ce groupe français ne s'appellera plus dorénavant Normandie, mais Normandie-Yémen. Et c'est comme ça que le nom de l'unité a changé. Et à la fin de la guerre, quand la fin de la guerre a sonné, Staline a sorti un autre diktat. Il a dit « Chaque pilote de Normandie-Yémen rentrera chez lui en France aux commandes de son avion. » Et il a fait cadeau de leurs avions aux pilotes du Normandie-Yémen. Quand ils sont arrivés à Paris, au Bourget, ils ont commencé par remonter la nationale à hauteur de bois. La tige de l'encre. Au décollage également,
parler de la cocarde de l'aéronautique navale, la voilà.